music as a hobby. I don't do music as playtime. I don't do it to look for success. I do it because it's my life. C'est peut-être l'une des histoires les plus bizarres et banales à la fois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est hyper bizarre de toute l'industrie musicale récente. Parce qu'à une époque, certains s'en souviennent sûrement, quand on disait le mot Duffy dans une phrase et qu'on y ajoutait d'autres noms beaucoup plus célèbres de nos jours comme Adele ou encore Amy Winehouse, ça créait une frenzy et des conversations musicales extrêmement sérieuses. Why do you hate Duffy so much? Extrêmement précises, les gens se livraient des débats et personne ne laissait sa favorite à la merci des autres. Là, je vois déjà une partie d'entre vous qui sont en mode « Oh Stevie, qu'est-ce que tu nous fais la voix de canard? On l'avait déjà oublié, pourquoi est-ce qu'elle revient ?» Et je vous remets un extrait. Cet extrait, ce titre qu'elle a supprimé de partout, et qui va factuellement tout changer de cette histoire qui pour moi, même en vous parlant tout de suite, reste un mystère. Parce que Duffy, c'est une jeune galloise anglaise qui a vécu dans une famille divorcée, passionnée par la musique, et au milieu des années 2000, elle décide plus ou moins d'en faire carrière. Elle commence par participer à un show télé avec un groupe qui est plutôt un groupe de rock, et ça va donner des titres un peu graveleux, des démos un peu rocailleuses comme celle-ci. Ça va légitimement passer totalement inaperçu et au milieu des années 2005, il va y avoir ce que j'appelle l'attaque de Blue Eye Soul, à savoir l'explosion des chanteuses de soul anglaises sur la scène américaine. Bien sûr, c'était mené par ma favorite Corinne Bailey. Tout de suite après, on va avoir le point central, Amy, qui va tout exploser avec Back to Black. Ces succès mondiaux, 7 millions d'exemplaires pour Corinne Bailey, quasiment 10 millions d'exemplaires pour Amy, qui en plus va avoir cet immense respect critique de la part des États-Unis, va ouvrir des portes et c'est à ce moment précis que va naître la petite Duffy telle qu'on la connaît. Parce qu'en réalité, Duffy qui a environ 23 ans quand elle commence l'enregistrement de son premier album Rock Ferry, c'est ce que j'appelle et qui reste pour moi une sorte d'anomalie de l'industrie du disque. Ah, attendez, quand je dis anomalie, je sais que certains sont partagés parce que forcément, avec le personnage de Duffy, on a les immenses fanatiques et on a les gros haters. Mais avant d'en arriver même à ce qui crée cette séparation, si on prenait tous le recul de voir le personnage de Duffy qui apparaît donc en 2008, vous vous retrouvez avec une jeune femme blonde qui factuellement est hyper jolie et qui physiquement adopte un style totalement hors temps. Duffy ressemble à une sorte de pin-up des années 50. Elle est toute gracieuse, toute fraîche. Elle a un petit côté sophistiqué, un peu enlevé. Elle parle plusieurs langues. C'est vraiment comme si on avait récupéré un personnage cinématographique des années 50 et qu'on l'avait planté en 2008. Et en plus, pour ne rien gâcher à tout ça, elle est attachée au milieu de la Blue Eye Soul. Elle explique dans les interviews, parce qu'elle est très cultivée, effectivement les origines du blues, de cette musique qu'elle aime, c'est Philadelphie, l'Amérique. Elle connaît ses cours par cœur. Elle écrit ses chansons. J'espère que vous notez tous ces attributs là parce que ça commence à faire beaucoup. Et surtout, pour ne rien gâcher, elle a un timbre particulier. Ce truc qui va faire qu'on l'aime ou qu'on la déteste profondément a un avantage incroyable. Personne n'est indifférent. Dès que vous l'entendez, vous savez que c'est elle. C'est presque trop beau pour être vrai. Pile au moment où il y a un retour de la soul old school dans les charts mondiaux, on se retrouve avec un personnage totalement hors temps, immuable, très ancré dans l'imagerie de cette période-là, avec une identité vocale bien particulière. Et après Rock Ferry, ce premier single qui avait un son justement un poil plus rock, elle va se concentrer sur son cœur de métier, la Blue Eye Soul, et ça va totalement exploser dans le monde avec des titres comme Mercy, ou encore la sublime ballade Warwick Avenue. Tout est parfaitement pensé,
tous les visuels sont en noir et blanc, toujours dans cette identité de la femme qui s'extrait un peu de l'ère musicale dans laquelle on était en 2008. Ensuite, effectivement, quand elle apparaît en live, elle fait très bien son travail. Elle a cette blondeur un peu pâle qui rappelle justement la fascination un peu malsaine qu'avaient les producteurs hollywoodiens pour ce genre de femme, ce genre de superstar qu'ils appelaient dans les années 60 et dans les années 50. C'est d'ailleurs pour ça que selon moi, elle va vendre beaucoup plus qu'Adèle alors qu'elles sortent leurs albums à la même période. Elles sont énormément comparées parce qu'elles font à peu près la même musique. Elles sont toutes les deux anglaises. Mais Duffy a ce truc qu'en plus de sa musique, le personnage divise. Il y a des gens qui l'adorent, d'autres qui la détestent, mais elle existe. C'est factuellement ce qu'on appelait dans les mots de Pascal Praud une star en fait. C'est-à-dire que même dans la manière dont tout est présenté, la manière dont elle arrive sur scène, vous vous retrouvez vraiment avec ce truc de la fille qui a une petite aura. Je me rappelle encore de cette interview où elles sont toutes les deux, Adèle et Duffy. Et à un moment, quand Duffy commence à parler, même Adèle est admirative de Duffy en fait. Parce que Adèle, on l'aime beaucoup et elle a aussi beaucoup fait évoluer son personnage parce qu'elle avait ce truc girl next door. Duffy a ce truc, la meuf qui arrive, qui a un charisme. Tout le monde a envie de la voir raconter sa petite vie et ça prend. He's outstanding. Such a charmer, and he led me like a real gentleman, you know. I didn't quite know. 8 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Duffy, en fait, c'est une sorte de baraka totalement inédite pour Universal. C'était presque impossible qu'un personnage comme ça réussisse à ne pas marcher en plein retour de la soul et surtout en opposition avec toute la scène électro qui était en train de grandir en 2008. Elle va gagner des Brit Awards en tant que meilleure nouvelle artiste. Elle va gagner un Grammy Award pour l'album et quand Adele va gagner meilleure nouvelle artiste au Grammy, elle va tenir à remercier et à féliciter sa rivale directe, à savoir Duffy. Duffy, I love you. I think you're amazing. À ce moment-là, Amy enchaînait les gaffes. Adele ne vendait pas aussi bien et n'était pas aussi charismatique que Duffy. Donc elle était en train de devenir plus ou moins la tête d'affiche de cette nouvelle scène Blue Eye Soul. C'est donc là qu'elle va rentrer en studio pour enregistrer logiquement à la suite le second album. Un enregistrement qui va être un peu plus rugueux parce qu'elle doit prendre le temps de réfléchir. Elle va changer certains collaborateurs avec lesquels elle avait coécrit les premières chansons. Elle va prendre le producteur Stuart Little qui avait notamment écrit pour plusieurs pop stars pour façonner ce second album. Et sur le premier single, immense fan de hip-hop et de soul, elle va faire appel à The Roots. Elle va appeler elle-même Ellie Reed pour pouvoir avoir la rythmique du groupe martelée dans sa chanson. Un titre qui, quand on l'écoute, n'était pas censé trop s'éloigner de son plus gros succès, à savoir Mercy. Donc au premier abord, des arguments plutôt safe et malheureusement quand le titre va sortir en 2010, ça va être la débandade. Well, bien, ne pouvait pas plus mal porter son nom. C'était donc le premier single du second album de Duffy qui va d'un coup complètement saccager sa carrière. Certains vont parler au début d'un manque d'originalité, mais surtout il va y avoir une grosse frustration, voire d'immenses moqueries de la part des auditeurs à cause de son argument qui faisait un peu sa force au début, à savoir sa voix. Sa voix était encore plus perchée, encore plus pitchée que sur ses précédents titres. Et là, même les personnes qui aimaient bien le style de Rock Ferry vont totalement l'abandonner. Alors qu'encore une fois, au niveau de l'image, c'était très bien pensé. On la retrouvait dans un univers un peu plus enjoué. Elle ressemble même à Brigitte Bardot dans le clip qui est désormais supprimé et quasiment introuvable sur Internet. Mais elle était toujours dans cette imagerie de rester la pin-up, la chanteuse un peu enlevée des années 60, sexy, raffinée et tout, qui s'expandait sur la Blue Eye Soul, mais le public va être tellement violent, la critique va être tellement féroce avec elle sur ce single-là, qu'elle va bouder. Oui, comme disait un pote à moi à l'époque, elle croyait quoi, l'industrie du disque c'était la maison de son père, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à faire face à autant de critiques. Du moins avant même que l'album Endlessly ne sorte, il y avait déjà des articles dans la presse anglaise qui disaient que Duffy prendrait une pause de plusieurs années et quand l'album finit par sortir, bien sûr que déjà le premier single ne marchant pas, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait d'autres chansons exploitées, mais elle ne va faire quasiment plus aucune promo pour pouvoir élargir le public autour de ce disque qui va terriblement flopper alors que globalement il restait quand même dans l'imagerie du premier avec d'autres très belles ballades comme Breathe Away. I
like a kid. Son choix va être très critiqué dans la presse anglaise. Certains producteurs vont dire qu'elle se prenait déjà pour ce qu'elle n'était pas. D'autres diront qu'en réalité, c'était une jeune fille qui venait d'avoir énormément de succès et qui ne s'attendait pas à recevoir autant de critiques éparpillées sur son art. Toujours est-il que pendant plusieurs années, on va annoncer à chaque fois des collaborations de Duffy, des retours de Duffy. Mais on ne va pas en voir la couleur, sauf en 2015 quand elle va participer à la bande originale d'un film. Et en 2020, en pleine pandémie, pour ceux qui s'en souviennent, un soir, l'album de Duffy, parce que au cours de ces années-là, elle a pris soin de supprimer quasiment tout ce qui la concernait directement autour du deuxième album. Si vous regardez là même tout de suite sur vos plateformes de streaming, vous pouvez normalement avoir son premier album, mais absolument pas le second. Et l'explosion de Rock Theory dans les charts en 2020 montrait que c'est un album qui avait su faire face à l'épreuve du temps, mais c'était aussi le résultat d'une histoire terriblement triste. Elle va faire sur Instagram un témoignage absolument glaçant, racontant que la raison principale de son absence après ce second album venait du fait qu'un jour, après son anniversaire, elle avait été kidnappée, droguée par quelqu'un qui l'avait amenée dans un autre pays et qui avait donc abusé d'elle pendant plusieurs jours. Ça l'a tellement traumatisée qu'elle a passé énormément d'années seule et éloignée de l'industrie et que c'était son médecin qui l'avait finalement aidé à traverser cette mauvaise passe et à prendre le temps donc de revenir dans l'industrie. Du moins, c'est ce que ses fans croyaient, c'est ce qu'ils espéraient en achetant en masse sa discographie. Et elle les a d'ailleurs remerciés d'une certaine façon parce que dans la foulée, elle a posté une nouvelle chanson très très jolie avec quand même malgré tout un changement qui s'opère de plus en plus. Je ne sais pas si vous allez le voir. Le titre c'est River in the Sky. River in the sky. Why, oh why? Ce parcours de vie hyper tragique et qui l'a meurtri avec raison, quand elle l'a raconté, était assez inédit pour une pop star de son niveau en fait. C'est-à-dire que l'histoire semble complètement dingue, surtout qu'on n'a pas les détails. Et d'un coup, quand elle l'a raconté, ça a quelque part rajouté à la candeur du personnage. C'est-à-dire que je trouve vraiment qu'il y a quelque chose chez elle de cette femme des années 60 hyper fragile, très belle, qui attire beaucoup de gens, beaucoup de choses et auquel il peut arriver dans sa vie d'immenses tragédies en fait. C'est-à-dire que c'est pas un souhait bien sûr, mais je trouve qu'il y a quelque chose chez elle qui renvoie ça. On sent une immense fragilité derrière la très bonne interprète qu'elle est. Et la question que j'avais toujours eue, notamment au début, et que je pense que beaucoup de gens ont eu, parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça, était de savoir, est-ce que ce personnage-là était un vrai personnage? Est-ce que c'est vraiment elle qui était comme ça et qui se pensait comme ça? Ou alors est-ce que c'est une fabrication du début à la fin? Est-ce que cette fameuse pin-up là qui apparaît et qui est capable de faire absolument tout ce qu'elle était capable de faire avec cette identité vocale très très précise justement, n'était pas un poil exagéré pour pouvoir justement avoir l'effet que ça a eu? Parce que dans tous les cas, chose qui est certaine pour moi en tout cas sur le titre Well Well Well, c'est que volontairement, ils ont voulu exagérer son espèce de truc vocal pour pouvoir encore plus créer cette opposition. Et ça leur est brutalement retombé dessus parce que quand vous l'écoutez, notamment sur le show télé, vous vous rappelez les maquettes qu'elle faisait au début là, quand vous écoutez sa voix, bien sûr qu'elle a un timbre reconnaissable, mais elle n'a pas ce truc hyper nasillard qu'elle va avoir au fil du temps. Et pour moi, je dirais même que d'une certaine façon, et ça va peut-être choquer certains, l'émergence sur la pop music à ce moment précis de chanteuses comme Amy et même Rihanna, qui ont des identités vocales bien précises, ont dû pousser les producteurs à lui dire « exagère un peu le truc et on va voir ce que ça donne ». Parce que c'est une très fine interprète, elle a beaucoup d'aisance, elle sait jouer avec les émotions. Quand vous la voyez interpréter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, c'est-à-dire que Duffy, pour moi, c'est comme s'ils avaient fabriqué quelque chose de très beau, qui est vraiment devenu réel, et très très réel, y compris pour Duffy elle-même, qui s'est donc libérée de ça, parce que vous voyez que le second album est quasiment supprimé de partout. J'imagine qu'elle n'assume pas totalement cette direction-là, qui était plus poussée sur ce petit côté oiseau, comme une sorte de gimmick, et dans l'histoire qu'elle raconte et la tragédie qu'elle a vécue, je vois encore ce parallèle de la fragilité de la chanteuse des années 60, qui arrive dans un monde où tout est
tes strass, toutes tes paillettes qui explosent et qui parfois donc tombent sur les mauvaises personnes qui l'exploitent et lui font vivre absolument l'horreur qu'elle a vécue et que j'espère qu'elle traversera. Parce que l'autre grande force de ce genre de personnages et de ce genre d'histoire, c'est qu'ils sont totalement immuables. C'est-à-dire que comme sa musique dépasse déjà l'espace-temps et qu'elle n'a que 38 ans, qu'elle a un personnage hyper reconnaissable et comme ses fans vous l'ont prouvé en 2020, ils sont encore capables de la booster à fond, c'est tout à fait possible qu'un jour elle revienne, sachant qu'elle est toujours signée chez Universal. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Le fait que malgré toutes ces années-là, et avant même qu'elle ne parle du viol, Universal ne l'ait jamais abandonnée, c'est pour moi aussi la preuve qu'ils savent qu'ils ont joué un rôle dans la conception du personnage et que elle a encore un coup à jouer en fait, parce que eux ils sont très marketing. Si elle fait un album pour raconter ce qu'elle a vécu et qu'elle raconte ça dans les médias ou qu'elle fait des chansons qui parlent de ça, ça peut encore lui faire un boom et récupérer une sorte de public adulte, parce que la musique qu'elle fait ne vieillit pas. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette petite analyse sur la carrière de Duffy. Dites-moi ce que vous pensez d'elle. Je vous ai donné mon analyse de ce que je pense d'elle, mais peut-être que c'est un personnage totalement authentique. Peut-être qu'elle a toujours été comme ça, je n'en sais rien. Donnez-moi votre analyse de sa carrière, ce que vous pensiez d'elle au début, ce que vous pensiez d'elle aujourd'hui. Est-ce que vous étiez parmi ceux qui détestaient sa voix au début? Parce que moi, j'ai beaucoup évolué au début. J'ai détesté Mercy et quand Rock Ferry est sorti, j'ai appris à apprécier l'album et surtout, j'ai appris à l'apprécier elle grâce à ses lives, parce que je trouve qu'en live elle a énormément d'aisance, c'est assez incroyable. Et pour ceux qui du coup sont de gros fans de sa voix, est-ce que vous l'êtes toujours? Est-ce que vous attendez toujours son retour? Et que pensez-vous de cette imagerie que moi j'ai d'elle, ce truc de rapport avec la pin-up star des années 60, 50, tout ça là, est-ce que vous le partagez ou est-ce que vous ne le faites pas du tout? Dans tous les cas, bien sûr, moi je lui souhaite énormément de courage, de force, parce que l'industrie dit que ce n'est pas facile pour tout le monde et j'imagine que l'une des peurs pour elle de revenir dans la lumière, c'est que son histoire personnelle est violente, très très dure, et vu ce qu'elle a vécu avec Endlessly et Well qu'elle a totalement abandonné, si elle se prend de mauvaises critiques sur ça, ça pourrait totalement la détruire. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que les gens ont autant détesté Well. Ça me bute parce que sur YouTube, il y a des enregistrements où on voit son visage avec son nom, mais ce n'est pas sa voix. C'est-à-dire que les gens aiment la chanson, mais ils ne supportent absolument pas sa voix. Et justement, que pensez-vous de sa voix? Est-ce que pour vous, elle a toujours chanté comme ça, c'est naturel? Ou est-ce que pour vous, ils ont un poil exagéré? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, me donner votre chanson préférée d'elle, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et bien sûr, liker, commenter, partager, en espérant qu'elle revienne très vite dans la musique et qu'on se retrouvera peut-être un jour pour parler d'un nouvel album de Duffy.